Matière à penser, Serge Tisseron. Matière à penser, des machines et des hommes. Et aujourd'hui, pour mieux continuer à comprendre comment les objets que l'homme invente modifient la relation que nous entretenons avec nous-mêmes et avec les autres, je reçois Étienne Armand Amato. Bonsoir Étienne Armand Amato. Bonsoir Serge Tisseron. Alors merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes notamment chercheur et enseignant en sciences de l'information et de la communication et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les avatars jouables des mondes numériques ». On va reparler des avatars, si ceux-là sont jouables, on verra, c'est qu'il y en a qui ne sont pas jouables. Mais vous avez été aussi membre cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, encore appelé OMNSH. Est-ce que vous pouvez nous évoquer cet organisme ? Eh bien, c'est un ensemble de chercheurs jeunes à l'époque qui se sont décidés à prendre en charge des questions encore un peu balbutiantes dans le domaine académique. C'était quelle époque, rappelons-le ? Alors, 99, 2004, 5. D'accord. Cet observatoire continue. Il est alimenté par les recherches de jeunes doctorants qui sont en prise directe avec les problématiques du numérique, de l'interactivité et de tout ce qu'on a vu se développer par la suite. Donc un espace de recherche complètement pluridisciplinaire. Complètement, plutôt sciences humaines et sociales comme le nom l'indique, avec des parrains dont vous avez été, merci encore de nous avoir soutenus. Alors, comme l'auditeur vient de le comprendre, donc Étienne Armand Amato, nous allons parler avec vous de jeux vidéo. Alors, je précise tout de suite, pas du point de vue qu'on entend très souvent, c'est-à-dire les jeux vidéo seraient-ils violents ou pas, pousserait-il les joueurs à la violence, ou existerait-il une addiction ou pas aux jeux vidéo? Nous allons parler des jeux vidéo dans la mesure où, comme vous allez nous le montrer, ils changent notre relation à la fois aux images et au corps. Alors, pour commencer, je crois que vous tirez un constat assez amer finalement de la difficulté où est notre culture de penser le jeu vidéo. Alors peut-être en tout cas un constat d'insuffisance concernant la grande difficulté de trouver des lieux, des places pour faire que ces pratiques très largement répandues, très populaires, qui ont permis à énormément d'individus de se forger aux ordinateurs, aux relations à distance par l'informatique et les réseaux, donc une absence de débat au-delà du pour ou contre, de la technophilie, de la technophobie. C'est un regret, mais je pense qu'aujourd'hui, on a mis au cœur de beaucoup de projets, y compris civilisationnels ou politiques, cette nécessité d'en parler. Mais je crois aussi que vous rapportez cette difficulté justement à notre culture occidentale. Dans les cultures orientales, le jeu vidéo a un autre statut. Alors concernant le rapport aux images que vous avez beaucoup étudié vous-même, Serge Tisseron, il est clair que nous avons une dichotomie fondamentale en Occident qui a mis à distance les images dans des lieux de représentation sacrés comme les temples, les églises, les lieux de pouvoir, et nous avons mis du temps à accepter de rendre les images manipulables, ce qui pourtant est commun dans les cultures plus primordiales, celles proto-historiques, dans lesquelles l'image, les mandalas, les fétiches sont tout à fait manipulables. Vous voulez dire, Étienne Armand Amato, que notre culture occidentale a privilégié l'image qu'on regarde par rapport à l'image qu'on fabrique ou qu'on co-fabrique? Tout à fait, un goût particulier pour la contemplation et peut-être la méditation à partir des images se constate généralement. Et alors, est-ce que c'est pour ça, Étienne Armand Amato, que un chercheur qui s'appelle Weisberg, je crois, a parlé pour le jeu vidéo de spectateur, non pas spectateur, spectateur des images, mais spectateur? Alors ce néologisme que Jean-Louis Weisberg, qui fut mon directeur de thèse, a forgé, essayait de rendre compte du fait qu'on était fondamentalement à cheval sur deux postures, celle du spectateur qui regarde, qui observe, qui scrute, mais aussi centralement dans la posture de l'acteur, puisque si on est dans un jeu vidéo, on est responsable d'un certain nombre d'actions, et par conséquent, il faut constamment évaluer quelle est sa marge de manœuvre, quels sont les choix possibles, et on est donc centralement acteur. Voilà pourquoi on devient spectateur, on renverse l'ordre des choses. Alors Étienne Armand Amato, pour mieux nous faire comprendre qu'est-ce qui change justement dans la relation aux jeux vidéo par rapport à la relation traditionnelle aux images, vous dites qu'il faut penser ensemble
trois lignées, trois composantes de l'image de jeu vidéo. La lignée télévisuelle, la lignée électronique et une lignée purement informatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette convergence de ces trois lignées pour donner ce produit donc fondamentalement hybride qu'est le jeu vidéo? Effectivement, quand j'ai mené des recherches sur les origines, sur l'aspect premier des émergences dans les laboratoires des jeux vidéo, on a pu constater qu'il y avait d'une part des passionnés de télévision qui très tôt se sont dit que ce poste de réception qui était dérivé de l'oscilloscope pouvait permettre un certain jeu avec notamment les initiatives de Ralph Bauer qui très tôt a anticipé les premières consoles de jeux vidéo qui étaient purement électroniques et centrées sur la télévision. Il n'y avait pas une ligne de code dans ces jeux-là, et ça on l'oublie, de telle sorte que voilà, on avait des réglages, on pouvait inventer, même mettre un cache sur la télé pour faire le décor. On a eu aussi des personnes qui, dans des laboratoires très éloignés du domaine, ont permis la mise au point du premier jeu vidéo reconnu interactif, temps réel, pas seulement du calcul, qui était donc au sein d'un laboratoire de nucléaire, basé sur un oscilloscope, un petit calculateur analogique et déjà les commandes. Et on pouvait jouer à deux au ping-pong sur un téléviseur. Donc et ça s'appelait Pong d'ailleurs, je crois. Alors ça s'appelait Tennis for Two par William Higginbotham en 1958. Et après Pong s'en est inspiré dans la lignée plutôt télévisuelle. Et enfin la lignée informatique qui très tôt a voulu utiliser le phénomène ludique, la capacité de jeu, notamment avec les échecs, on en entend beaucoup parler, mais le morpion déjà, pour montrer qu'un ordinateur pouvait devenir un partenaire, un vrai partenaire de jeu. Et ça, c'est aussi dans les premières interfaces informatiques, l'idée que on va rendre l'ordinateur non pas intelligent, mais digne de transactions avec lui. Et ces trois lignées, finalement, ont fusionné à travers une histoire qui est celle du jeu commercial, jeu vidéo commercial. Et on a un peu oublié que ces trois intuitions étaient en parallèle présentes dans l'ère occidentale. Et alors, Étienne Armand-Amato, vous insistez beaucoup sur le fait que cette convergence va permettre l'apparition d'un nouvel état, on peut dire je sais pas s'il faut dire spectateur, mais enfin un nouvel état de celui qui y est confronté. Et là, vous parlez d'immersion. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette référence au milieu aquatique vous est venue et qu'est-ce qu'elle signifie pour vous ? Alors effectivement, à partir de ces moyens électronumériques, parce qu'il y a toujours de l'analogique avec les ordinateurs, l'image reste toujours fidèle à quelque chose qu'on peut reconnaître, parce que nous sommes des créatures analogiques, eh bien on nous offre, le dispositif jeu vidéo nous offre un univers au sein duquel agir. Et la métaphore, car c'en est une, il faut jamais l'oublier, c'est une comparaison avec l'immersion notamment aquatique a été faite parce qu'on se sent plongé, appelé par les responsabilités qui sont les nôtres en tant que joueurs à l'intérieur de cet univers qui nous est représenté par des images. Donc l'immersion est parfaite pour signifier à quel point on est absorbé, on est investi et on est enveloppé par les significations mises en images et en son. Alors, ce que vous nous dites aussi, Étienne Armand-Amato, c'est que pour être immergé, il suffit pas de plonger et de nager. Il faut faire un effort pour aller profond. Je crois que c'est ça sur le quoi vous insistez. C'est que au début, au moins pour un joueur de jeux vidéo, il y a un effort à faire pour entrer et pour aller vers le fond de cette espèce d'aquarium que serait le jeu vidéo. Absolument. On peut à la fois utiliser une autre métaphore qui est celle du sas, qui est très intéressante parce que il y a évidemment au début d'une immersion une sorte de rituel ou de procédure pour rentrer en matière de jeux vidéo dans l'univers et dans l'activité. Tous les game designers, tous les concepteurs de jeux vidéo s'efforcent de faciliter cet accès à l'univers, mais ils mettent au point des tutoriaux, des méthodes, des récits, des petites capsules vidéo qu'on appelle les passages cinématiques pour nous passionner par une histoire. Mais c'est à la hauteur de l'effort qu'il va falloir pour s'adapter à un environnement et à des règles de comportement et d'actions qui ne sont pas naturelles, même si elles font référence à plein d'activités. Oui, je crois que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens qui essayent de jouer à un jeu vidéo pour la première fois trouvent que c'est un vrai effort et alors qu'ils s'attendaient à s'amuser dès la première minute. Donc non, vous nous rappelez bien que pour s'immerger, il faut acquérir un certain nombre de comportements, il faut apprivoiser le jeu, il faut le découvrir. Donc c'est la période pendant laquelle on plonge vers le fond et là, on va découvrir évidemment des tas de choses. Alors, vous n'avez pas
inventé le concept d'immersion, bien sûr, mais vous le définissez très rigoureusement par 4 propriétés. Alors, si vous voulez bien, on va les envisager. D'abord, vous nous dites que l'environnement immersif est fondamentalement différent de notre environnement quotidien, même qu'il doit être différent de notre environnement quotidien. Alors il y a une altérité du monde au sein duquel on va se plonger. Il peut être même un monde quotidien, mais de par la transformation qu'opère l'image et les principes de jeu, il paraîtra différent. On fait du ski, on sait faire du ski, mais à l'écran, la montagne, souvent, on en fait lorsqu'on n'y est pas, justement. Et vous nous dites, deuxième caractère, Étienne Armand-Amato, cet environnement est géré par des lois différentes des lois du monde quotidien. On pense tout de suite à la possibilité de voler dans les jeux vidéo, mais il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui font en effet que les lois du monde concret, par exemple la loi de la gravité, mais beaucoup d'autres encore, ne s'appliquent pas toujours dans les jeux vidéo. Alors, évidemment, le jeu vidéo est une simulation, donc il s'inspire souvent de référentiels qu'on connaît. Mais pour autant, le caractère de la loi est propre aux règles du jeu. Lorsqu'on joue, il faut agir selon un objectif et selon ce qui est permis. Et il y a des choses absolument interdite, de telle sorte qu'il y a une loi propre à l'univers. C'est pour ça qu'on parle de cosmos. Le cosmos, c'est un univers organisé par des lois. Un petit peu comme un plongeur au fond de l'eau ne peut pas enlever son masque alors qu'on peut enlever un masque qu'on s'est mis sur le visage. Absolument. Et il peut faire un salto arrière plus facilement que dans d'autres circonstances. Voilà. Alors, troisième critère que vous nous donnez, troisième caractéristique de l'immersion, vous nous dites la manière dont nous interagissons dans ces mondes numériques fait intervenir des capacités perceptives et sensorimotrices différentes. Alors tout le monde pense au super pouvoir, bien sûr, mais il y a encore beaucoup d'autres caractéristiques différentes. Vous pouvez nous en dire quelques mots par rapport à des jeux que vous connaissez, par exemple? Bien sûr. Alors, dès lors qu'on plonge, souvenons-nous que nous n'entendons plus de la même manière et nous ne voyons plus de la même façon. Et d'ailleurs, les masques immersifs, les lunettes sous l'eau nous aident à cadrer notre vue. Eh bien, l'écran qu'on utilise, qu'il soit petit ou grand, de portable ou de télévision, ou même le casque immersif, on en parlera peut-être, va reconditionner notre perception visuelle. Évidemment, au niveau de nos capacités d'agir, selon qu'on utilise un clavier ou une souris ou un pad, on va être transformé de ce point de vue aussi. Et puis, selon l'activité, puisque s'il s'agit de réaliser une course automobile ou de s'infiltrer dans un complexe industriel, on n'aura pas du tout les mêmes moyens d'action. Oui, et donc aussi, la position qu'on peut occuper par rapport au monde numérique peut beaucoup varier, puisque rappelons pour les auditeurs que on peut se situer au-dessus du jeu, une posture qui est parfois qualifiée de posture de Dieu, posture God Game, mais on peut aussi se placer derrière son avatar ou on peut se placer à l'intérieur de son avatar. À ce moment-là, on voit ses mains. Et je crois d'ailleurs que vous avez particulièrement travaillé sur ces questions avec Alain Berthoz, autour justement de la place du joueur derrière, dedans son avatar, différentes postures que ça lui permet. Tout à fait, Serge Tisseron. Ce dont vous parlez clairement, c'est la capacité de vision et donc le rôle du point de vue, qui peut être rendu subjectif parce qu'on aura l'impression de regarder à travers les yeux du personnage, ou plutôt situé en troisième personne, comme on dit, avec un point de vue allocentré, ou carrément une vision surplombante satellitaire. Et il se trouve que dans cette rencontre avec Alain Berthoz que nous avons fait avec mon collègue et ami Étienne Pérenny, on s'est posé la question de transformer ces habitudes de jeux vidéo pour des personnes qui connaissent très bien ou alors complètement novices, et on a créé un dispositif expérimental dans lequel la personne se voit de dos et est filmée elle-même pour devenir son propre avatar. Donc c'est un paradigme, comme on l'appelle, qui s'appelle l'avatar volant autoscopique, puisque cet avatar va voler. Donc on fait voler les gens au-dessus d'un paysage et ils se voient de dos parce qu'ils sont filmés devant un fond vert qu'on connaît bien avec Madame Météo, et de telle sorte que lorsque je bouge le bras, je lève les bras, je me vois lever les bras, et donc on étudie le rapport d'identification que nous avons avec les avatars dans une situation immersive, puisqu'on est en décalage, comme vous l'avez mentionné, avec les règles et les paramètres qu'on a ensemble vus auparavant. Donc là, ce n'est pas une situation autocentrée que vous étudiez, puisque l'humain qui participe à cette expérimentation n'est pas dans la situation de ne voir que ses mains et ses pieds et de voir le monde à travers les yeux de son avatar. Il se voit lui-même, donc c'est plus ce qu'on appelle une position allocentrée. Tout à fait, ce n'est pas égocentré, c'est allocentré, et en plus c'est avec un casque un visiocasque, un casque de vision, qui fait que on a la surprise de ne plus voir l'environnement autour et donc d'être complètement focalisé sur soi-même, ce qui engage le corps d'une manière particulière qu'on étudie. Voilà. Et est-ce que vous commencez à avoir des résultats? Donc, vous pourriez nous dire quelques mots? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans les perceptions
pendant le moment de l'expérimentation, mais peut-être aussi après le moment de l'expérimentation. Alors, les résultats qu'on a obtenus proviennent des nombreux publics que nous avons pu faire passer sur cette expérience. Et il se trouve qu'en supprimant l'avatar informatique au profit d'un avatar vidéo, c'est-à-dire de soi-même, eh bien, ça change quelque chose de fondamental. C'est que un avatar, une créature de jeu vidéo, elle est programmée, elle est algorithmique. Elle a un schéma corporel, elle a des capacités de mouvement qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Lorsque on est filmé soi-même, c'est notre propre schéma corporel que l'on voit. De telle sorte qu'il n'y a pas cette altérité, cette différence que nous avons d'habitude en face de nous lorsqu'on manipule un avatar de synthèse programmé. On est directement connecté à soi-même. Et donc il y a un effet visuel en feedback, comme on l'appelle, c'est-à-dire en rétroaction, qui semblerait intensifier l'identification et accélérer l'immersion précisément, puisque en 3 minutes les personnes disent avoir volé pour la plupart, disent s'être vraiment complètement émancipées de l'environnement d'où on les a extraits et ont maîtrisé le système de commande avec beaucoup de facilité, car c'est aucune manette, on est soi-même la manette, comme disait une certaine publicité il y a quelques années. Alors si je comprends bien, vous êtes en train de dire aux parents qui entendent leur jeune enfant dire papa, maman, j'ai volé, il faut pas que ses parents s'inquiètent en disant ah là là, notre fils ou notre fille confond la réalité et la fiction. Vous nous dites que même avec des adultes en laboratoire, finalement, la confusion non seulement est courante, mais elle est normale. Vous êtes au cœur de la question et de la problématique, Serge Tisseron, tout à fait. Et d'ailleurs, l'idée originale de ce dispositif qu'a eu Étienne Pérény, c'était de prendre les gens au mot lorsqu'ils disaient « j'ai fait ceci, j'y étais, c'était moi », alors qu'ils manipulaient un Superman ou une créature venue d'une autre planète. C'est en récoltant ces paroles de manière très fine que nous avons eu l'idée de mettre les gens littéralement à la place d'eux-mêmes. Alors on va en venir à la 4e propriété de l'immersion, telle que vous la définissez. On a vu un environnement différent de l'environnement quotidien, on a vu un environnement géré par des lois différentes des lois du monde quotidien. On vient de parler longuement de la manière dont ces interactions font intervenir des capacités perceptives, sensorimotrices différentes, mais il y a quand même un élément, un 4e élément qu'il faut pas oublier, c'est que très souvent quand même dans les mondes du jeu vidéo, l'environnement n'est pas franchement sympathique, il est plutôt souvent hostile. C'est vrai que l'adversité du milieu dans lequel on est plongé va jouer. Même lorsque l'on pense à la source de la métaphore, c'est-à-dire le milieu aquatique, heureusement qu'on a une bouteille à oxygène. L'environnement, il y a un risque mortel. Et il est vrai que dans les jeux vidéo, on a bien sûr un risque de perdre. C'est un jeu, donc on peut éventuellement échouer. Et de telle sorte il est courant que l'environnement soit chargé de menaces, ou en tout cas qu'il n'y ait quelque chose de non évident à négocier par l'activité ludique. Alors, si vous voulez bien, on va essayer maintenant de prendre un autre point de vue. On vient de voir l'immersion. On va essayer maintenant de voir comment ce dispositif peut se comprendre par rapport à 2 autres dispositifs, que sont le cinéma et la réalité virtuelle. C'est aussi un point que vous avez étudié, Étienne Armato. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous voyez la posture du spectateur de cinéma, comment vous voyez la posture de celui qui a un casque de réalité virtuelle sur le visage, et du coup, comment vous voyez la posture du joueur de jeu vidéo, un 3e terme en quelque sorte. Merci Serge Tisseron de proposer une logique comparative entre les médias qui nous permettent de mieux les comprendre les uns par rapport aux autres. Alors le cinéma a été très largement commenté par les théories du cinéma. Le point fondamental, c'est que nous sommes plongés dans le noir complet, à plusieurs, et que le corps est déprimé. C'est-à-dire qu'il n'est pas mobilisé en tant que tel par l'action. De telle sorte que l'activité imaginaire, lorsqu'on va voir un film en salle obscure, est très développée, et qu'on a la possibilité d'être projeté au point de vue d'où les choses sont filmées, de plan en plan, de séquence en séquence. On se retrouve d'une pièce à l'autre, on recompose les continuités et on a une sorte de corps imaginaire, un petit peu angélique, on dit les théoriciens, comme Christian Mess, et de telle sorte qu'on a vraiment, on est libéré de notre condition corporelle et de nos contraintes habituelles au profit de cette pure vision que nous offre le cinéma. Oui, l'image du cinéphile, souvent, c'est quelqu'un qui se met au 1er rang, au 2e rang, et qui peut donc s'allonger complètement en mettant ses jambes sur le rang de devant, et qui est
presque dans un lit pour regarder le film. Tout à fait, et qui profite de l'identification primaire au point de vue et l'identification au personnage. Côté réalité virtuelle, ce qui est passionnant avec ce domaine qui fête plusieurs décennies d'existence, c'est qu'ils ont une approche quasi documentaire dans laquelle il s'agit de mettre l'utilisateur au centre du dispositif, de reconduire ses perceptions, donc les data gloves, les gants de données restituer aux mains les sensations haptiques, de toucher. La vue était redonnée en égocentrage grâce au casque virtuel. Et donc, on a complètement une logique de simulation à échelle grandeur nature, à l'échelle 1, d'un univers au sein duquel on va pouvoir agir en fidélité avec ce que l'on connaît. Au milieu, finalement, les jeux vidéo se retrouvent empruntant un peu aux deux, puisqu'il y a bien sûr des moments contemplatifs dans un jeu vidéo où on va se laisser guider par les mouvements de caméra, apprécier le dénouement d'un épisode par l'attitude des personnages. Donc on a toutes les compétences du spectateur de cinéma qui sont par moments mobilisées. On a aussi ce réalisme de la simulation propre à la réalité virtuelle, mais on a en plus, bien sûr, le phénomène ludique, c'est-à-dire cette activité qui caractérise l'être humain, pas seulement, les animaux jouent aussi, et dans laquelle on est en responsabilité et avec un objectif à atteindre qui est décalé du monde réel. Mais en même temps, si j'ai bien compris, vos distinctions, la caractéristique du joueur de jeux vidéo, c'est de rester dans son monde familier. C'est-à-dire le spectateur de cinéma, il est dans la salle obscure, plongé dans l'obscurité, d'une position presque de rêveur. Hein. La personne immergée dans la réalité virtuelle, son corps est en action, elle prend des objets, elle les manipule, elle bouge. Et puis le joueur de jeux vidéo, lui, il est à la fois immergé dans son écran, mais il reste dans son monde concret, il y a ses objets familiers, et puis souvent quand même ses proches, hein, viens manger. Très juste, Serge Tisseron. C'est vrai que la promesse de la réalité virtuelle qu'on voit de plus en plus se manifester, pensons au dernier Spielberg, c'est de nous couper quelque part du monde environnant. Dans le jeu vidéo, on est en double situation, ce que nous appelons, entre chercheurs, la bilocalisation, une forme d'ubiquité dans laquelle on est à la fois chez soi, et en même temps, à distance, en train de s'occuper d'affaires très importantes autour d'univers à sauver ou de responsabilités à assumer. D'où la nécessité pour le joueur de jeux vidéo d'introduire la capacité d'aller et de venir entre les deux. France Culture, matière à penser, toujours avec vous, Étienne Armand-Amato. Nous sommes en train d'écouter un morceau de musique que vous avez choisi, No Birds, d'un groupe qui s'appelle Cheveux, et je crois que ça vous rappelle une expérience d'immersion qui vous a particulièrement marqué. Oui, en effet, lorsque j'ai fait ma première immersion ethnographique au sein d'un univers de jeux massivement multijoueurs... Ça veut dire en d'autres termes que vous avez fermé les portes, les fenêtres, vous avez tiré les rideaux, vous avez fait votre provision de nourriture et pendant 3 semaines, vous vous êtes concentré sur le jeu. Alors, c'est ce que fera par la suite une artiste avec moi, Claire Sistac. Moi, à l'époque, c'était pendant 3 mois et je m'autorisais quelques sorties, mais j'étais complètement focalisé sur l'activité et j'avais un contexte très préparé pour le faire. Donc j'ai pu observer comment justement les joueurs étaient conduits à vivre une autre vie à travers leur avatar dans des mondes de jeux de rôle en ligne. Et puis à la fin de cette immersion, je me suis rendu à nouveau dans le monde commun, le monde ordinaire, et notamment dans un bois. Et j'ai constaté avec beaucoup de surprise, absolument, qu'il y avait des oiseaux que j'entendais.
pourquoi cette surprise? Parce que dans le jeu Dark Age of Camelot que j'avais étudié, eh bien, il n'y avait pas eu de modélisation ni de sonorisation de la vie forestière, donc pas d'oiseaux. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Je suis en train de m'émerveiller, de me rendre compte de ce qui est notre lot quotidien et que nous avons oublié à force de savoir que dans tous les bois il y a des oiseaux. Ce qui est à la fois important, et je le dis aujourd'hui, puisque nous savons malheureusement que un tiers des oiseaux cette année ont pu ne pas apparaître comme prévu, et d'autre part, on a tout à fait intérêt, je crois, à tirer profit de ces immersions, de ces expériences pour mieux comprendre notre monde contemporain. Il ne s'agit pas d'opposer la réalité vidéoludique, celle des jeux vidéo, avec les enjeux de notre monde contemporain, je crois du moins. Mais là, vous nous évoquez quelque chose qui n'existait pas dans ce monde où vous étiez immergé, vous le découvrez avec ravissement dans le monde réel, la forêt, les petits oiseaux, mais il y a aussi des jeux qui nous montrent des choses merveilleuses et que nous pouvons regretter de ne pas trouver dans le monde concret. Je pense à un jeu comme Skyrim où il y a toujours des fleurs magnifiques, des plantes extraordinaires, et c'est vrai que quand même dans les jardins publics, des fois, dans beaucoup de saisons, on ne voit qu'un peu d'herbe ou des plantes sans feuilles ni fleurs, alors que dans Skyrim, il y en a toujours. Et je parle pas des merveilleux rayons de soleil. Vous pensez pas aussi que parfois le joueur de jeux vidéo peut être un peu déçu quand il revient à la réalité? Alors, c'est une très bonne remarque, Serge Tisseron, et la musique que j'ai passée la traite à sa façon, car elle comporte une dimension nostalgique, mélancolique, et elle mélange aussi les trois règnes acoustique, électronique et numérique. Être nostalgique de ce que l'on a vécu dans les mondes numériques, je crois que c'est normal. Lorsque l'on vit dans des jeux vidéo des aventures tellement exceptionnelles ou prenantes, que cela devient des ressources existentielles, qu'on a l'impression d'avoir échoué au dernier moment ou d'avoir bien géré des villes, des continents, il est évident que cela deviendra un souvenir fort et une source de nostalgie. Et quand on revient dans le monde ordinaire, il peut y avoir une déception. Alors, on rentre dans le domaine qui est plus le vôtre, Serge Tisseron, celui de la psychologie. Moi, j'étudie les médias et le rapport humain aux médias. Dans ce contexte, je dirais que nous avons tout intérêt à prendre conscience de ce sentiment de perte pour peut-être réenchanter notre regard sur le monde. Parce que peut-être que nous sommes en plein hiver, qu'il n'y a pas de fleurs magnifiques, comme dans le jeu vidéo que je viens de quitter, mais il y a d'autres phénomènes. Il y a des oiseaux quand même. Et il peut y avoir d'autres phénomènes fabuleux qui nous entourent et qu'on a oubliés aussi. Être attentif autant et même plus à ce qu'on trouve dans la réalité et pas toujours dans les jeux vidéo qu'à l'inverse. C'est un petit peu votre philosophie, mais... Dans les deux sens, c'est-à-dire que ces deux référentiels où la multiplicité des mondes et des vies qu'on peut s'offrir à travers les jeux vidéo nous amène à notre propre existence qui peut paraître plus limitée, plus contrainte, mais qui s'enrichit de ces expériences et dont on est intégralement responsable. On est dans le plus beau jeu qui soit, celui de la vie. Alors justement, Étienne Armand-Amato, on va continuer sur ce chemin avec un concept auquel vous donnez également beaucoup d'importance, le concept d'instanciation. Et on passera ensuite de l'instanciation à la co-instanciation. Alors commençons d'abord par l'instanciation. Comment vous la définissez ? Alors c'est un mécanisme par lequel un modèle virtuel s'actualise et prend place dans une simulation informatique. Pour donner un exemple, lorsqu'on veut faire une forêt dans un jeu vidéo, on va prendre plusieurs modèles d'arbres et bien on va les instancier, c'est-à-dire on va les rendre actuels et matérialisés dans l'image pour qu'à partir de quelques dizaines de modèles d'arbres, on ait une forêt immense qui aura autant d'instanciations que d'arbres visibles. C'est un mot un peu savant qui nous vient à la fois de la linguistique et du domaine de l'informatique, mais qui montre bien qu'il y a une matérialisation de quelque chose qui était pluriel, virtuel. Une présentification en quelque sorte. Tout à fait, et que ça devient concret à sa façon, dans son régime numérique. À l'intérieur des mondes numériques. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous appelez alors à partir de là la co-instanciation ? Alors, je suis passé donc de cette idée centrale à un retour sur l'être humain. Lorsque je deviens, pour prendre l'exemple classique et facile à comprendre à tous les auditeurs, un Superman qui vole parmi les nuages, il est évident que la formule corporelle qu'on me propose d'adopter, que ça soit à travers un personnage que je verrai ou dans un casque de réalité virtuelle,
va instancier, va actualiser un certain nombre de modèles corporels, de programmes qui me sont propres. Et typiquement, dans les études que nous avons menées avec le professeur Alain Berthoz au Collège de France, il est évident que les personnes qui rêvent, par exemple, qu'elles volent, auront, lorsqu'elles vont vivre un jeu vidéo, l'impression que s'activent les mêmes mécanismes neurophysiologiques, perceptifs et actionnels que ces mécanismes qu'ils ont vécus en rêve. Et de la même manière, les grands coureurs automobiles vont pouvoir transférer ou convertir, comme je l'explique dans d'autres articles, convertir leurs expériences dans le jeu vidéo et inversement en exporter des retours positifs. Donc cette co-instantiation, elle résume l'idée que l'être humain, autant que les éléments du programme et du logiciel, se présentifient, comme vous le disiez, Serge Tisseron, se matérialisent et prennent une forme singulière et une fonction particulière. Donc, en quelque sorte, le joueur a tendance à privilégier dans le jeu vidéo des caractéristiques qui lui sont propres, mais en les privilégiant grâce au support du jeu vidéo, il les accentue chez lui. Donc, ce qui pourrait ouvrir aussi une voie qu'on n'aura pas le temps d'explorer vers l'impact possiblement éducatif des jeux vidéo. Tout à fait, c'est la voie qui a été ouverte par la réflexion sur ce qu'on appelle le serious game, qu'on pourra évoquer autrement dans d'autres circonstances. Mais on peut aussi aller à l'opposé de ce qui nous plaît, de ce que l'on connaît. Si je vais faire du ski ou si je vais pratiquer un art du combat ou de la coopération, parce qu'il n'y a pas que de la violence dans les jeux vidéo, de la coopération, je peux acquérir des compétences que je n'ai absolument pas parce que je suis seul, parce que je n'ai pas d'amis. Et c'est aussi cet effet de complément, pas seulement d'accentuation que nous avons. Donc une nouvelle corporéité en quelque sorte. Nous laissons notre corps partiellement et nous privilégions un corps apparemment visuellement différent, mais en fait que nous investissons de certains aspects de notre corps réel. Alors vous savez, Serge Tisseron, le premier colloque qui nous a réunis s'appelait La présence de l'absent, qui concernait justement le corps. C'est vrai. Et il est évident que cette vision où on délaisserait son corps au profit de celui qui nous est proposé dans les mondes de simulation est une vision tentante. Pour autant, je ne crois pas, car notre corps ici même, comme on le disait tout à l'heure au jeu vidéo, je suis à la fois ici et à la fois là-bas, dans le monde simulé, mon corps reste actif. Et c'est bien le bouclage, c'est-à-dire le fait qu'il y ait rétroaction entre le corps à l'image qui agit dans le jeu et mon corps ici présent, qui peut-être juste appuie sur un bouton ou manipule une manette ou fait davantage de gestes. C'est ce couplage, ce bouclage qui est important, puisque les deux sont mobilisés en finale. C'est l'avatar qui perçoit à travers ses propres organes des sens, c'est l'avatar qui agit avec ses propres mains, ses pieds, mais c'est moi qui suis son cerveau, c'est moi qui le dirige. Donc il y a là un métissage entre... Absolument, il y a une hybridation, il y a une co-responsabilité. L'avatar offre au joueur les expériences qu'il va vivre, mais le joueur lui offre son intelligence. Alors il ne s'agit pas d'essentialiser ces êtres, mais il est vrai que nous réfléchissons avec mes collègues à la notion d'immersion avatariale. Donc quelle est cette immersion particulière avec un avatar par rapport au cas où il n'y a pas d'avatar, quand il n'y a pas toujours un personnage à manipuler. Et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de coexistence extrêmement fructueuse dans lesquelles chacun a besoin de l'autre. Et ça s'appelle une synergie en biologie. En même temps, vous nous dites que le joueur prend corps. Donc prend corps plus son propre corps ou un autre corps? Effectivement, en traversant l'écran, puisque une de mes problématiques de recherche c'est bien celle-ci, comment traverse-t-on l'écran pour se retrouver là-bas? On prend chair, mais une chair de pixels, une chair qui est algorithmique aussi, et donc une chair informatique. Et inversement, on introjecte, on intériorise en soi tous ces mécanismes qui existent dans la machine et dans l'ordinateur, de telle sorte qu'on a une vraie vision et perception, on a un vécu intime de ce que l'informatique fait et permet de faire. Et ça, je crois que, je fais partie des chercheurs qui sont convaincus de ce phénomène, d'une co-instantiation, d'un entrechevêtrement de l'être humain avec
la machine. Et là, je vais peut-être un peu à l'encontre de la manière dont vous cadrez votre émission, Serge Tisseron, en disant bien qu'il y a d'un côté les humains, de l'autre la machine. Mais on sait aussi anthropologiquement que l'être humain est fait des dispositifs techniques qu'il utilise et qu'il manipule et qu'il invente, et qu'inversement, ces dispositifs techniques sont faits de son humanité. C'est cette philosophie de Gilbert Simondon, un philosophe sur lequel on est beaucoup revenu durant ces dernières années avec le numérique, qui a irrigué nos travaux avec Étienne Pérény, et on s'est tout à fait retrouvé en ligne avec une lignée comme celle de la neurophysiologie d'Alain Berthoz, pour signifier que l'être humain, il est entremêlé de machines. Ça ne veut pas dire que les machines sont biologiques, ni que nous sommes des mécaniques, mais voilà, les deux sont liés. Oui, puis on peut avoir parfois plaisir à se prendre pour une machine. C'est un plaisir très intéressant en tant que c'est une expérience d'altérité. Parce que certains avatars ont des comportements d'une efficacité que nous pouvons envier, nous autres pauvres humains. Leurs blessures guérissent en quelques instants, pour ne pas dire en quelques secondes. Ils ont, quand on arrive à un certain niveau, on écrabouille tous les adversaires. Donc là, c'est comme si on avait un exosquelette. C'est un avatar qui incarne un humain, mais c'est quand même des capacités qui semblent plus relever du robot et de la machine que de l'humain proprement dit. Très juste, la métaphore de l'exosquelette est très importante aussi dans la littérature de science-fiction et dans la compréhension du jeu vidéo. Je l'ai étudié de la même manière, comme de la télérobotique, et on pourrait se dire que l'avatar est un robot que l'on télécommande. Mais sauf que on est souvent à ses côtés, on est en lui, on l'incorpore. Et c'est toute cette problématique de l'incorporation, c'est-à-dire comment j'incorpore les capacités de mon robot avatar, enfin de mon personnage de jeu vidéo, et comment je lui prête mes capacités. Et c'est ce partenariat-là qu'il s'agit de démêler autrement que dans des visions un peu dualistes et un peu binaires dans lesquelles on est trop souvent l'être humain contre la machine, etc. Voilà, la part de ma propre humanité dans la manière dont mon avatar se comporte et la part des contraintes de la machine. Alors, est-ce que vous pensez pas, Étienne Armamato, que c'est un petit peu le même problème par rapport aux avatars des autres joueurs, de pouvoir faire la part entre ce que le programme génère, les contraintes du programme, d'un côté, et puis la liberté que les joueurs humains qui se trouvent derrière les avatars avec lesquels je pactise ou que je combats, la place que ces joueurs humains prennent dans ces avatars. Alors c'est très difficile à démêler la part de l'humain et de la machine dans le rapport que l'on entretient avec autrui. Et en même temps, c'est une question absolument fondamentale, celle de l'intersubjectivité, la manière dont on va vivre ensemble, en attention conjointe. On regarde tous ensemble le dragon que l'on combat, pour donner un exemple très simple. Et ce qui fait qu'on peut quand même discerner la part de l'un et de l'autre, c'est que l'on partage la même condition techno-existentielle d'une certaine manière. C'est-à-dire que on n'a pas, c'est pour ça que j'ai fait des études d'ethnométhodologie pour aborder les jeux vidéo. On n'est pas extérieur, on est soi-même pris dans le conditionnement du logiciel, et donc on peut supposer par projection et inférence et interprétation ce qu'il en est de l'autre. Et j'ai connu des joueurs qui passaient une partie de leur parcours à jouer toutes les places possibles dans un jeu, à devenir magicien, guérisseur, guerrier, pour finalement pouvoir modéliser correctement toutes les places et les fonctions qui étaient en jeu entre les personnes dans une situation de combat ou de partage. Oui, Étienne Armamato, d'ailleurs, pour en rester sur cette question de la relation du joueur aux avatars des autres joueurs, avec Frédéric Tordeau, on s'est intéressé à ça et il nous a semblé qu'il y avait un moment très important pour un joueur de jeu en ligne. C'est le moment où justement il cesse d'avoir affaire à des avatars, mais il a affaire aux humains. Il se préoccupe des humains qu'il y a derrière les avatars, avec lesquels il entretient des relations amicales ou des relations hostiles. Mais c'est lié aussi à la grande fonctionnalité que l'on attend de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a toute une dimension instrumentale et très intéressée que l'on entretient, et lorsque le personnel, le relationnel vient habiter le rapport inter-avatar, ça devient évidemment beaucoup plus ouvert à l'affection et aux relations telles qu'on les connaît.
Bien, écoutez, grâce à vous, je crois qu'on commence à y voir plus clair dans cette synergie entre le joueur et son avatar. Mais justement, si vous aviez peut-être un conseil à donner aux fabricants de jeux vidéo pour que cette synergie fonctionne au mieux, pour que nous soyons le moins victimes possible de l'immersion, pour que nous puissions garder notre liberté la plus importante possible par rapport à ces situations, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait orienter le jeu vidéo d'une certaine façon, justement, pour qu'il respecte mieux tout cela? Alors, j'ai une proposition de longue date que je peux partager avec vous, Serge Tisseron. Je crois que dans les univers immersifs, dans lesquels on aime se piéger soi-même, il est très important que les concepteurs fabriquent un trou de lapin pour en sortir, c'est-à-dire un rabbit hole, puisque dans Alice au pays des merveilles, d'habitude le trou de lapin c'est pour rentrer dans l'univers. Mais il est évident que on manque d'interconnexion lorsqu'on est pris dans des jeux comme ceux que j'ai étudiés pendant 3 mois, où on peut vivre complètement une vie parallèle. Il faudrait qu'il y ait en permanence un lieu avec des humains pour permettre de faire le sas de sortie, pour reprendre l'immersion, pour permettre facilement d'appeler à l'aide, parce que on est quand même pris dans un dispositif très prenant, c'est normal. Est-ce que c'est pas un petit peu le rôle joué par les bases ou les châteaux où on peut mettre son avatar à l'abri? Alors pas tout à fait, parce que là il s'agirait de mettre les concepteurs de jeux vidéo devant leur responsabilité et de faire en sorte qu'il soit aussi aisé de sortir du jeu que d'y rentrer. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est... Vous voulez dire peut-être que quand on veut sortir d'un jeu vidéo, on ne nous dise plus est-ce que tu abandonnes la partie, est-ce que tu es vraiment certain de vouloir abandonner? Absolument. Voilà, que ça soit avec la sauvegarde. Fois, voilà, 3-4 fois avant que chaque fois oui avant d'arriver à en sortir. Oui, il y a une responsabilité là-dessus, et puis peut-être aider à documenter ou à mieux comprendre cette part d'humain et de machine qu'il y a dans chaque personnage et dans chaque situation, parce que ces mondes ont été fabriqués par des êtres humains, mais aussi par des machines qui fabriquent des environnements à la chaîne. Donc je pense que tous les éducateurs disent qu'il faut expliquer comment ça marche, mais probablement on gagnerait à offrir une sorte de carte de parcours, de trajectoire, une mémoire d'interaction lorsque l'on a fini avec un jeu, parce qu'il y a beaucoup à en tirer. Je crois que c'est une ressource existentielle très forte, et il y a certainement des formules à imaginer pour en garder quelque chose. Vous voulez dire que dans les jeux vidéo aussi, les données qui sont collectées nous soient restituées à la fin, mais pas seulement sous la forme de bons points, mais également sous la forme de subtilité ou de variété des stratégies qu'on a employées, de stratégies plus combatives ou plus furtives, d'alliance ou de non-alliance. Voilà. Vous m'avez compris, Serge Tisseron. À mieux nous connaître à travers tout ce qui a été collecté finalement sur nous par la machine. Absolument. Une rétroaction avec un profilage circonstancié sur notre personne qui nous ferait évoluer, nous permettrait de mieux comprendre. De mieux nous connaître. Absolument. Aussi. Un grand merci, Étienne Armamato. Espérons qu'il y a des concepteurs de jeux vidéo qui nous écoutent. Sinon, on va leur proposer de vous écouter et peut-être d'interagir avec vous à travers le numérique ou à travers la vie concrète pour réfléchir à ça. Oui, d'autant qu'on pense souvent aux robots grâce à vous, Serge Tisseron. Et moi, je voudrais une dernière proposition, celle consistant à dire que tout concepteur de robots doivent expliquer la vision du monde et de l'être humain qui l'anime. Parce que finalement, c'est rarement donné. On a découvert que des machines étaient fabriquées avec des principes de obsolescence programmée. On a découvert qu'il y a des concepteurs qui ont une vision extrêmement ouverte ou d'autres très réduite de l'être humain. Je crois qu'il va être de plus en plus fondamental lorsqu'on a affaire à des entités intentionnelles, c'est-à-dire qui sont chargées d'une volonté propre, de documenter complètement la conception de l'être humain et de la machine, comme on en parlait, que les inventeurs de cette machine ont eu. Merci beaucoup, Étienne Armamato, de tous ces conseils. Merci, Serge Tisseron. Et rappelons-nous, il n'y a pas d'homme-machine, il n'y a pas de machine-homme, il n'y a que des hommes et des machines, des hommes qui jouent à être des machines, parfois peut-être des machines qui vont jouer un jour à être des hommes. Matière à penser, Étienne Armamato, Alain Joubert, Céline Leclerc, Anne-Pascale Desvignes et Serge Tisseron.